Qu'est-ce que le concept de brand performance? C'est ce qui s'annonce être le futur de la technologie marketing. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Guillaume Dugardier, Head of Digital West and South Europe de Ferrero, et Caroline Duret, directrice générale adjointe de Radium One. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, le sujet que nous allons porter aujourd'hui est relatif au futur du marketing technologique. Alors, pourquoi le sujet du marketing technologique? Tout simplement parce que les marketeurs aujourd'hui voient leur métier évoluer, se morpher donc, en fonction des nouvelles technologies, en fonction des usages. Parce qu'aujourd'hui, un directeur marketing ne peut plus penser sa stratégie uniquement sur des valeurs, mais parce qu'il faut intégrer aujourd'hui de la data et de la technologie dans une stratégie. Troisième point, parce que la mesure et la performance aujourd'hui sont au cœur de toutes les stratégies. Et troisième point, parce que Ferrero est un exemple et maîtrise très bien le marketing, et parce que Radium One est une boîte technologique. Donc je pense qu'à nous deux, on peut se permettre de parler du sujet du marketing technologique, et en l'occurrence du futur du marketing technologique. Donc pour parler de ce sujet du marketing technologique, on va aborder plusieurs points. On en a un petit peu parlé déjà ce matin, et à plusieurs reprises, notamment au travers de la présentation d'Axiom, sur les différents points de contact, sur les assets de la marque, sur son patrimoine, mais également sur un sujet qui est particulier, qui est le sujet de la brandformance. Donc tout ce qu'on peut faire en branding qui va alimenter derrière de la conversion, de la performance. Pourquoi? Parce que la performance, elle est facile à mesurer sur une campagne d'acquisition classique. On va avoir des KPI à partir du moment où le tunnel de conversion est bien respecté, que les règles d'attribution sont bien faites. On va avoir une mesure assez simple de validation. Sur un sujet de branding, sur un sujet de notoriété, il est plus compliqué aujourd'hui d'avoir de bonnes métriques, c'est de pouvoir justifier une campagne de notoriété, surtout en période de crise. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est de voir quelle est toute l'influence d'une campagne de branding, de notoriété sur la performance. Et de réfléchir vraiment très en haut du tunnel de conversion et de voir comment on va redescendre ces gens-là qui viennent alimenter, qui viennent apporter du grain à moudre aux campagnes d'acquisition et qui viennent faire performer donc, ce qu'on appelle une campagne de brandformance. Sur du branding, justement, les signaux sont forts puisque ce sont des signaux à la fois de considération et qui vont derrière amener à de l'action. Donc l'important, c'est de voir comment on va faire coexister ces deux stratégies de brandformance, enfin de branding et de performance, et comment on va s'appuyer sur la data et le programmatique pour monter un scénario et pour penser sa stratégie digitale. Donc un directeur marketing, on va voir ça avec Guillaume à l'instant. Aujourd'hui, il a la capacité d'avoir toutes les données comportementales d'achat, online, offline, etc. sur son consommateur, sur son client. Il lui suffit maintenant de le raccorder à sa stratégie digitale et d'opérer du marketing en one-to-one, donc de la dentelle, et de faire en sorte justement que le programmatique prenne tout son sens, puisqu'on va utiliser la data pour alimenter le média. Donc Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc Guillaume, vous êtes Head of Digital France. On se voit, c'est beaucoup plus classe. Hein. On fait comme aux infos. Vous êtes donc responsable du développement de la stratégie digitale de Ferrero. Donc je rappelle les marques qui sont Nutella, Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher. Et vous avez pour mission de définir la stratégie digitale qui répond à toutes les problématiques de business des différentes marques. Donc vous travaillez sur le paid, le own et le earned media. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le quotidien d'un directeur digital d'une marque comme Ferrero, qui par définition est désintermédié, puisque vous êtes vendu en grande surface, dans les stations, dans les boulangeries. Donc quel est votre quotidien, sachant que vous ne faites pas d'e-commerce, ou peu,
On parle de quoi dans ces cas-là quand on fait du média? On parle de branding, on parle d'appropriation de marque, on parle de quoi? Alors, bonjour à tous. C'est vrai qu'on travaille majoritairement, nous, sur les problématiques de branding. Donc, on a à peu près 80% de nos investissements qui vont être concentrés sur ces stratégies-là et 20% qui vont être sur la pure performance d'acquisition, sur les programmes CRM ou des programmes de e-retail. Donc, effectivement, on n'a pas de boutique de e-business. On en a eu pendant 2 ans, on a fait des expérimentations. Mais là, tout passe par notre réseau de distribution, par nos clients. Et la pure performance, on va la travailler avec nos clients comme Carrefour, comme Auchan. On va essayer de mettre en place des campagnes que j'appellerais plutôt de e-retail. C'est-à-dire qu'on va plugger des dispositifs sur leur plateforme qui vont nous permettre en fait de reprendre la main sur le shopping trip et donc de travailler avec tout le potentiel de la data afin effectivement d'impacter la top line du PNL, donc de travailler aussi sur les ventes et pas rester que sur la dimension branding. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de branding qu'on ne peut pas faire de data, on ne peut pas utiliser cette data. Et effectivement, aujourd'hui, nos campagnes sont très fortement structurées avec des listes de KPIs très précis qui nous permettent en fait de travailler sur tous les items de marque. Et la performance au service du branding, c'est voir comment on peut travailler à faire évoluer les items de marque, comment est-ce qu'on peut travailler sur des items traditionnels de marketing tels que la modernité, la proximité à la marque, ce que je pense d'une marque, etc. Et comment on peut ensuite, nous, grâce à la richesse de la data, améliorer la qualité de l'expérience que l'on va produire pour nos internautes afin de travailler ces items de marque et de les faire évoluer dans le bon sens. Donc un potentiel énorme. Et j'ai envie de dire, c'est presque plus complexe que si on était e-commerçant, puisque comme on ne peut pas tout de suite mesurer l'impact sur les ventes, on est obligé de trouver autre chose pour justifier effectivement les investissements, justifier la pertinence des campagnes. Et je trouve que ça place la barre un peu plus haute, puisqu'on a cette chaîne qui est en permanence interrompue. Donc il faut trouver d'autres systèmes pour y arriver. Merci. Donc, on l'aura compris, enfin, dans votre témoignage, vous avez plusieurs objectifs, donc avec pour mission toujours de définir votre stratégie digitale, donc, qui répond aux problématiques des marques. Moi, j'ai vu en préparant cette conférence, et ça m'a intrigué d'ailleurs, que vous travaillez sur toutes les stratégies d'IMC, donc de communication de marketing intégrée. Ça va paraître relativement évident et absolument naturel pour beaucoup d'entre vous. Ceci étant, je pense qu'il y en a beaucoup qui envient les méthodologies que vous appliquez chez Ferrero et qui se rapprochent beaucoup de notre écosystème. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous faites sur ces méthodologies IMC. Alors notre approche IMC consiste en fait à changer ce mode de fonctionnement qui nous a beaucoup occupé. On parlait de silos tout à l'heure encore dans le panel précédent, et de casser tous ces silos. Notre méthodologie consiste en fait à rassembler autour du marketing une fois par an tous les services complémentaires, c'est-à-dire que le marketing émet son brief, définit les objectifs de la marque pour l'année, et on réunit autour du marketing dans la même salle, à un moment précis de l'année, les gens du média, le digital, le trade marketing, les études, les RP, et tous ces gens-là vont ensemble apporter une réponse au travers de questionnaires, d'outils, de méthodologie, afin de définir une feuille de route pour l'année, pour la marque. Feuille de route qui va se concentrer sur 2 grands objectifs généralement. Alors ça va de l'awareness à l'advocacy, en passant par le relationship building, l'active consideration, tous les items vraiment de marque. On choisit tous ensemble 2 objectifs clés, et ensuite on signe la feuille de route tous ensemble, ce qui permet que tout le monde soit dès le départ aligné sur ce que l'on va faire et sur l'attention et les efforts portés pour l'année, et qu'ensuite on puisse avancer tous ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a un changement assez fort par rapport à l'approche préalable qui consistait souvent à dire on part en télé, surtout pour des marques comme les nôtres où la télé reste conserve toujours un rôle très important. Nos investissements doivent être encore, je pense, en moyenne, toutes marques confondues, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en moyenne à peu près 70-75%. Maintenant, avec certaines marques comme Tic Tac qui peuvent avoir 30% sur le digital, ou Nutella qui va avoir une partie de son audience très plus jeune adulte, très online. Donc les moyennes sont dangereuses sur des marques comme les nôtres. Cela dit, ça permet effectivement de quitter le mauvais réflexe, c'est-à-dire on part en télé, et ensuite s'il reste du budget, on fait autre chose, et de définir ensemble tous les touchpoints qui vont servir les objectifs que l'on définit pour l'année, et ensuite qu'ils soient on ou off, c'est une suite logique, mais ce n'est pas un arbitrage entre plus de off, plus de on, etc. C'est vraiment l'influence et la pertinence des touchpoints par rapport à une stratégie de marque
qui va faire qu'ils seront retenus ou pas pour engager donc des moyens. Et du coup, la problématique que l'on a, nous, avec le digital, c'est qu'on est venu en fait un peu perturber tout ça, puisque le digital, reconstruisant en permanence tous les autres médias, avec cette instabilité ou cette innovation permanente, fait qu'on a toujours besoin plus, nous, en digital, que les autres médias. On a besoin de plus de contenu, parce que, disons les choses très clairement, nous n'avons pas sauvé Ferrero en lançant le digital. Ferrero n'avait pas besoin de digital, d'une certaine manière. Ferrero est une société qui va très bien, la publicité sur ce genre de produit fonctionne extrêmement bien. Le digital est là pour apporter une touche complémentaire, mais il n'est pas là pour apporter une lecture directe en première ligne du PNL et pour démontrer un plus 10 ou plus 15. On ne peut pas aujourd'hui faire cette promesse-là, surtout quand on n'est pas e-commerçant et qu'on travaille principalement sur le branding. On a énormément de choses à faire, ça a une utilité fondamentale, mais notre principale attention n'est pas d'impacter la première ligne, les ventes, parce que ce n'est pas ce que l'on attend de nous, parce que effectivement d'autres médias comme la télé sont encore aujourd'hui beaucoup plus puissants pour ça. Alors nous, du coup, on va jouer sur la précision, on va jouer sur la performance pure et dure, on va essayer d'utiliser l'intérêt du digital pour pouvoir s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes, par exemple. Et donc on a une stratégie de data qui tourne autour de 4 gros piliers. Le premier, c'est tout ce que la data va pouvoir m'apporter en termes donc de définition d'audience, de ciblage, de profiling, pour m'aider à atteindre un objectif donné avec une cible donnée. Donc la data au service de l'audience. La deuxième brique, c'est là encore pour répondre à l'objectif marketing donné, comment la data va m'aider à travailler toute la dimension contenu, comment est-ce qu'on va pouvoir développer des contenus pertinents, intéressants, contextuellement parlant, pour notre cible. La troisième brique, ça va être celle de tout ce qui concerne la data au service du connection planning, comment je définis l'écosystème online de la marque, comment est-ce que je structure la prise de parole au travers d'un écosystème donné, comment est-ce que je maîtrise ma fréquence, ma répétition, mes cappings, mon reach, comment je m'assure de diffuser au premier contact le message A ou au second contact le message B, etc. Donc le séquençage et le phasing des prises de parole de marque. Et le quatrième pilier, c'est celui qui est lié à toute la performance pure et dure, donc la mesure, les KPIs, l'A/B testing, le suivi, le pilotage des campagnes. Et avec ces quatre grands piliers, on structure toute notre approche, notre stratégie data, qui va pour moi à l'encontre d'une DMP. Je ne suis pas du tout aujourd'hui convaincu de l'intérêt pour des marques comme les nôtres d'une DMP, et je suis en fait tout simplement contre une DMP pour une marque comme la nôtre. Parce que par rapport... Phrase choc, hein. Non, mais par rapport en fait aux équipes dont on dispose, par rapport à la capacité à l'animer, par rapport à tout ce que ça implique comme modification profonde de travail en interne, démarrer avec une Rolls pour avoir besoin d'une Mini, ça ne me sert à rien. Moi, je préfère avoir une stratégie data qui est bien pilotée en fonction d'objectifs marketing précis et petit à petit de bâtir toute une connaissance, toute une intelligence au service de la performance, tout de me retrouver avec un outil livré qui va me coûter des centaines de milliers d'euros à lancer puis alimenter et que je ne pourrais pas exploiter correctement parce que je n'ai pas les ressources, notre IT n'est pas prêt. Des sociétés comme de FMCG comme les nôtres, c'est des équipes qui sont assez lourdes et à la fois assez réduites, parce que beaucoup de monde met des petites équipes. C'est pas du tout adapté. Pour moi, c'est pas du tout un enjeu, c'est une fausse préoccupation. Il faut vraiment retourner sur les fondamentaux et s'assurer qu'on arrive à atteindre les objectifs sur les minimums. Moi, je suis très préoccupé par tout ce qui concerne notamment la navigation anonyme, hein, donc les ad-blocking, les VPN. Comment est-ce que nous, on va pouvoir travailler avec ces enjeux-là? Mais comment, si on simplifie encore plus les problématiques, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir quand même le minimum, à savoir adresser une cible utile? Comme extraordinaire qu'aujourd'hui, quand on fait du paid média, on tire à 70% hors cible. Mais pourquoi? Pourquoi je vais payer moi, annonceur, 100 pour en mettre 70 dans la poubelle? Enfin, c'est absurde. Donc discuter pendant des décennies d'un CPC, d'un CPM qui est à 0,027 ou 0,026, c'est bien, mais je crois qu'on a tendance un petit peu trop à se noyer dans toute cette data et à oublier qu'il faut se concentrer sur la data qui est vraiment actionnable, qui va nous permettre de prendre des décisions et donc de faire des choses intéressantes et intelligentes pour nos cibles. Ok, donc en quoi tout ça, donc vous le faites en programmatique évidemment, a priori? Oui, absolument. Et en quoi le programmatique justement vient vous aider et vient vous apporter des solutions? Évidemment, la data et le programmatique peuvent difficilement être décorrélés. Quelles sont les actions que vous mettez en place et qu'est-ce que vous avez en tête, en tout cas pour 2015-2016,
en programmatique pour vous apporter des réponses de branding et de performance. Et comment les deux fonctionnent ensemble. Alors, pour moi, c'est une évolution effectivement extrêmement importante sur laquelle on travaille déjà depuis quelques années, qui consiste simplement en fait à quitter d'une certaine manière le media planning pour basculer sur la planification de l'audience, afin de s'assurer que l'on sait à qui l'on s'adresse. Donc le programmatique pour ça, effectivement, représente un potentiel formidable. Le mobile est effectivement quelque chose de très préoccupant pour nous parce que notre audience, évidemment, est très fortement et quasiment, pour moi, le premier écran reste celui-ci, enfin est vraiment celui-ci. Donc comment est-ce qu'on arrive à lier la pertinence d'un contenu pour une cible avec un contexte et avec des bonnes performances, les 4 piliers de tout à l'heure, le mobile est le meilleur allié pour ça. Et il va nous permettre, par exemple, de faire des campagnes en géofencing ou géolocalisées qui vont ainsi nous apporter encore plus de cohérence dans la contextualisation des messages. Pour moi, entre le content et le contexte, qu'est-ce qui est le plus important? J'avoue que j'ai de la peine à les ranker l'un et l'autre parce que ça me paraît complètement indissociable. Et si on prend des marques comme les nôtres, qui sont souvent beaucoup en consommation d'impulsion, comme Kinder Bueno ou Kinder Surprise, vous allez chercher vos enfants à l'école et c'est à ce moment-là que pour le goûter, vous pouvez penser peut-être à leur offrir un Kinder Surprise. Comment est-ce que je peux, moi, apporter une expérience de marque de qualité et qui donc soit performante grâce notamment au mobile? Là, je pense qu'on a un potentiel fantastique grâce au programmatique. On va pouvoir localiser notre audience, on va pouvoir lire tout de suite la réaction qu'ils ont avec le device, avec notre message, ensuite les recontacter sur notre plateforme ou sur une page Facebook quand ils vont se connecter le soir de la maison. Tout ce séquençage, toute cette animation des contenus représente un potentiel très intéressant et je pense surtout qu'il va nous permettre de piloter grâce à la data d'une manière admirable. Avec le principal danger et travers, c'est que on a tendance à toujours nous demander, à nous, gens du digital, beaucoup plus de data que ce qu'on demande à la radio, à l'affichage. Je ne sais pas qui est capable de me dire combien de personnes passent devant une affiche aujourd'hui et qu'un chiffre tienne la route. Moi, je suis quand même assez dubitatif, donc non pas que je sois en révolte par rapport à ces médias-là. Je trouve qu'on place la barre toujours injustement beaucoup plus haute sur les médias digitaux et qu'effectivement on ne se pose pas beaucoup de questions sur des médias qu'on mesure toujours de la même manière depuis une éternité. Alors il y a des très grandes bonnes choses qui arrivent avec Nielsen OCR, avec Comscore, avec Facebook Atlas notamment aussi qu'on a utilisé au mois de juin dans le cadre d'une campagne effectivement très intéressante qui nous a permis de concrétiser l'essai, si j'ose dire. On a fait ça sur une campagne Tic-Tac pour les mignons à l'occasion de la sortie du film en France. Et donc on a décidé de plugger, en fait, d'adserver avec Atlas pour pouvoir vérifier la pertinence du ciblage en respectant les briques sociaux des mots qui sont très précises pour TikTok. Nous, sur Facebook, on travaille sur des tranches d'âge de 10-15 ans de pertinence, pas plus. Sinon, on n'arrive pas à raconter une histoire qui tienne la route pour une audience sur une tranche d'âge de 30 ans. On a besoin de verticalité. Et grâce à Atlas, on a pu mesurer cette campagne qui a été déclinée au travers de 5-6 grands médias et de se rendre compte que certains étaient 100% dans la cible et certains étaient 50% hors cible. Alors même si c'était une campagne qui était partiellement achetée en contextuel et que c'était un premier test, donc après on peut le post-rationaliser, c'est-à-dire évidemment si on achète en contextuel, on n'a pas de ciblage aussi précis que cela. Malgré tout, quand je vois la puissance et la précision de l'outil, je n'imagine pas qu'on ne continue pas comme ça et c'est décidé cette année, on fera tout comme ça systématiquement. Atlas va devenir le standard pour systématiser cette précision dans le ciblage et être parfaitement pertinent dans ce que l'on délivrera sur la cible, d'autant plus quand on sait que on est confronté à toutes ces problématiques marché sur ce que j'évoquais au préalable, l'adblocking, les VPN, etc. Et qu'on a toujours cet enjeu majeur à gérer. Donc, géofencing, donc, sur le mobile, avec identification des gens dans le monde réel, beaucoup de branding, vous l'avez dit, à plus de 80%. Je conclurai sur un point qui est évident que toutes les stratégies et des actions marketing que vous mettez en place apportent de la mesure, de la performance, même sur du branding. Pour celles et ceux qui sont encore dubitatifs, le branding et la notoriété ont une vraie valeur ajoutée. Elles ne sont pas que des fonctions support. Elles sont mesurées et elles génèrent du business derrière. Et la méthode CMX donc, que vous mettez en place aujourd'hui, elle impose une rigueur et une efficience dans toutes les campagnes médias que vous mettez en place pour toucher donc, la bonne personne, le bon point de contact, avec tous les points de contact que vous avez identifiés, pour toucher la bonne personne.
Donc, on peut s'interroger là-dessus. Est-ce que ça, c'est finalement pas le futur du marketing technologique? C'est de combiner la méthodologie, la data, le programmatique, la créa? Alors, la promesse est très belle. Ça revient aussi à un point qui est évoqué sur le panel précédent. La difficulté, c'est que quand on veut se lancer, par exemple, sur des campagnes en Creative Dynamic Optimization, on a besoin d'agences qui sont capables de nous faire justement ces fameux sets de bannières qui vont automatiquement se changer, intégrer le prénom de monsieur ou de madame, etc. Et là, on se retrouve dans un enjeu de complexité qui est celui de la préparation en amont et de la bête réalité qui fait qu'on est toujours en retard pour faire nos retours vers nos agences, qui sont toujours du coup dans des délais trop courts pour remettre les éléments techniques, etc. Et qu'on n'a pas encore complètement résolu la manière d'adapter nos potentiels avec le mode de fonctionnement au-delà de nos murs et comment est-ce que tous ces acteurs qui doivent encore plus travailler ensemble qu'avant vont être capables de se réunir pour aller vite. Comment est-ce que nous, on va être capable de lever un peu le pied sur les validations excessives et d'arrêter de valider des bannières comme si c'était des affiches pour que tout le monde puisse être plus agile, puisse aller plus vite et du coup avoir cette promesse de la performance du branding grâce à la data complètement opérationnelle avec une capacité à être agile. Parce que notre grande problématique, c'est souvent celle-là. Et on a souvent des problématiques où vous êtes briefé, vous avez les retours d'agence trop tard. Et en fait, tout le monde travaille ensuite dans la précipitation et fait 3 fois moins bien que ce qu'il aurait pu faire si on avait lancé tout avant. Plus d'anticipation. Plus d'anticipation. Et en fait, ce sont souvent ces fondamentaux-là qui font en fait que ça va fonctionner ou pas. Et c'est toujours la même chose. Donc, on a cette promesse énorme face à nous, mais ensuite, est-ce qu'on est capable, nous, de faire changer nos modes de fonctionnement en interne et d'être assez forts, nous, quand on a la responsabilité d'un service, d'une équipe, pour faire en sorte qu'on lâche sur les choses qui ne sont pas primordiales et qu'on puisse du coup partir en live, corriger après, et donc utiliser la précision de la data et son immédiateté pour corriger les campagnes en temps réel, ce qui est quand même aussi une des promesses fantastiques par rapport aux autres médias. Mais comment est-ce qu'on s'assure aussi qu'on nous laissera toujours modifier? Parce que combien de fois j'entends « Ah, ben là, la campagne est lancée, on ne peut plus modifier, on ne peut pas corriger. » On n'est pas en télé, là, on est en digital, on peut modifier. Qu'on ne puisse pas optimiser en cours de campagne, tout le monde n'y arrive pas forcément non plus. Et ça nécessite vraiment un travail de suivi, de méthodologie rigoureuse, avec le principal danger qui est celui de se perdre toujours dans trop de data et d'arriver, grâce justement à une méthodologie comme l'IMC, à bien définir en amont ensemble les 2 KPIs d'évaluation des campagnes et 1 ou 2 KPIs de pilotage de la campagne pour s'assurer que l'on ne parte pas dans toutes les directions, qu'on ne demande pas à suivre une liste de 15 KPIs, dont on ne fera rien, mais qu'on se concentre bien sur les quelques essentiels qui vont nous permettre d'intervenir. Donc le futur, probablement, mais je pense qu'on a encore pas mal d'efforts à faire en organisation, en fluidité, pour que chacun arrive à donner le meilleur de lui-même. Mais je pense que c'est une responsabilité qui est vraiment partagée sur toute la chaîne d'intervention, qui commence de notre côté avec des briefs très précis, bien structurés, des délais raisonnables et une attente qui vous est, enfin un temps de travail raisonnable aussi pour vous tous, afin qu'on puisse arriver à faire ça ensemble. Ok, donc globalement, vous avez la méthodologie marketing, des acteurs comme nous, on a la partie technologique, donc c'est une bonne combinaison. Aujourd'hui, programmatique convaincu, oui, non? Ah oui, absolument, oui. Merci Guillaume. Merci.